Sonny Labou-Tansi, le Congolais, écrivain congolais, disait « J'écris pour qu'il fasse homme en moi ». Donc on écrit pour devenir meilleur homme et pour adresser aux autres par-delà les phrases, par-delà les textes purement littéraires, deux choses. On leur adresse un signe, et les écritures viennent des signes. On leur adresse aussi des petits cailloux pour que dans la forêt de la vie, ils essayent de s'y retrouver quand ils sont perdus. C'est surtout le ton des textes, qu'il soit un ton qui corresponde au temps, qui corresponde aussi à la thématique qu'on aborde et aux personnages centraux de ces livres. Et probablement que de livre en livre, on cherche à exprimer le meilleur ton possible, celui qui respire la sincérité, qui peut respirer aussi une espèce de filouterie que les mots savent glisser dans les phrases. On s'adosse toujours sur des modèles ou des contre-modèles auxquels on veut ressembler ou auxquels on ne voudrait pas ressembler. Et la littérature est une longue chaîne. J'aime Pouchkine parce qu'il disait « Mes contes diront les paroles sages de l'aïeul, le rendez-vous des jeunes gens près du ruisseau, près du tilleul. La brouille, la jalousie qui les tenaille, puis les retrouvailles. » Et le mot « retrouvailles » est important. On retrouve à la fois ceux qui sont partis à travers la geste littéraire. On essaie aussi de retrouver des lecteurs pour cheminer avec eux, pour leur parler pas seulement à l'oreille, dans le blanc des yeux, pour se dire quelques vérités essentielles ou quelques mensonges nécessaires. Et la littérature n'est pas seulement une oscillation entre moi et les figures tutélaires, c'est aussi la recherche de cet autre personnage qu'on ne voit pas, de celui que Ralph Allison appelait l'homme invisible. Et il y avait une petite question supplémentaire, homme invisible, pour qui chantes-tu? C'est la question de Ralph Ellison, et c'est un peu la question aussi qui domine à travers nos recherches littéraires. On cherche l'homme invisible, on est un peu les Diogènes, hein, ce philosophe qui cherchait l'homme en plein jour, parce que souvent l'homme porte des masques et esquive sa propre condition. Alors il faut la lui restituer. Quand j'écris, j'ai beaucoup d'ombres qui bougent. Et ces ombres, c'est d'abord les personnages que j'essaie de rendre visibles. Donc nous sommes toujours dans la quête de mettre en pleine lumière l'homme invisible, c'est ce que j'ai déjà dit. Et cet homme invisible, il a besoin de se réaliser au milieu d'autres êtres. Donc il n'est pas seul. Il n'est visible que dans un contexte, bien entendu. Il n'est visible que dans une trajectoire lisible. Parfois, l'obscur peut être une question littéraire. Parfois, les ombres, les zombies, et Shakespeare l'a bien montré, cohabitent toujours avec les êtres de chair et les êtres réels. Au fond, il y a l'invisible et le visible qui se côtoient, s'interpellent, s'interpénètrent et parfois se combattent. Et chez nous, par exemple, dans ma philosophie Betty, il y a toujours un combat permanent entre les mortels et les immortels. Et ce combat-là est transposé dans une espèce de philosophie qu'on appelle le Mvet,
M-V-E-D-T, et qui essaye donc d'initier le Béti, le Fang, l'homme du sud des forêts tropicales, à cette alliance quasiment insoutenable entre le monde visible, donc qui contient les mortels, et le monde invisible qui comprend les immortels. Cette alliance est nécessaire, mais elle est rude à pouvoir se réaliser, se matérialiser. Donc en permanence, on cherche à jeter des ponts entre les deux mondes. C'est un peu ce que je fais aussi dans la littérature, en convoquant le réel, l'irréel, les personnages, l'imaginaire, le vrai, parfois le faux, le vide et peut-être le trop-plein. Eugène Onegin de Pouchkine, Les âmes mortes de Gogol, et puis le contrat social de Rousseau. Mais j'ajouterai un quatrième qui est important, c'est Nejma de Kateb Yassine. Il y a Ruggiero, Roland Ruggiero, qui vit au Burundi, qui a écrit Bao, un très beau livre sur la méprise, sur un muet qui essaye, qui a un besoin urgent, physiologique, et il demande à une jeune fille où sont les toilettes. Et la méprise, c'est que la jeune fille croit qu'il lui demande autre chose. Comme il ne peut pas exprimer par les mots, l'urgence de sa situation, il l'exprime par les gestes et elle ne comprend pas. Elle se méprend d'ailleurs. Elle croit qu'il veut la violer. Et elle crie au secours, alors que c'est à lui qu'il faut porter secours. Elle est pourchassée par les gens qui veulent lui faire sa peau. Et parfois, on assiste à ces contresens de l'histoire, à ces incompréhensions des époques. La jeunesse, ce n'est pas seulement une histoire d'artère. Il y a des gens qui restent éternellement jeunes, même s'ils ont déjà vieilli. Et Patrick Rimbaud est jeune dans sa manière d'écrire les livres. Il a une réputation qui n'est plus à faire. Il a eu le prix Goncourt, il a eu le grand prix de l'Académie française. Mais en lisant L'idiot du village, on trouve une espèce de fraîcheur d'âme, d'envie naïve de baigner toujours dans une forme d'innocence. Et l'idiot du village est ce personnage qui se trompe d'époque, qui a des hallucinations et qui revisite des histoires passées et qui replonge dans un temps qui n'est plus. Et Patrick Rimbaud joue là, comme au cirque, il invente des fils et une magie qui nous plonge dans une espèce d'innocence et dans un jeu assez subtil entre justement l'interpénétration du visible et de l'invisible qui font en sorte que le monde retrouve un point d'équilibre qui me plaît puisque c'est ça qu'il faut trouver, le point d'équilibre.